Quel lieu insolite et envoûtant que ce jardin de plusieurs hectares, situé aux portes de Paris dans le bois de Vincennes. Nous l'appellerons le jardin de Thaddée, du prénom de son fondateur, Jean Thaddée Dybowski. C'est à la bibliothèque historique du CIRAD, à Nogent-sur-Marne, que nous commencerons notre périple en quête de l'histoire de ce jardin. Bienvenue dans la bibliothèque historique. C'est une bibliothèque qui a maintenant 120 ans d'existence, même un peu plus. On date les origines de l'année 1900, c'est-à-dire un an après la création du jardin colonial, donc c'est une très vieille bibliothèque. Jean Thaddée Dybowski, c'est la personne qui a fondé le jardin colonial en 1899 et qui en a été le directeur pendant 10 ans. C'est un ingénieur agronome de formation qui va lui conduire à se faire envoyer comme explorateur. On cherche à connaître des nouvelles contrées. Dybowski, qui est un agronome, qui est un homme de science, va essayer d'en faire aussi une mission d'exploration scientifique. Il va essayer de récolter des échantillons de faune, des échantillons de flore, qu'il va ramener ensuite au muséum. Au fond, il y a plein de façons de raconter l'histoire du jardin de l'agronomie tropicale. Au musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, nous avons la première collection de cartes postales qui représentent ce jardin colonial. C'est à ce titre, effectivement, que je suis particulièrement sensible à ce jardin. 1899 est créé dans le bois de Vincennes, dans une réserve foncière qui appartient au muséum, sur 2 hectares, un jardin d'essai colonial. Pourquoi ? Eh bien, parce que, au fond, la France fait un constat, c'est qu'elle a du retard dans son agriculture coloniale. Mais cet intérêt devient encore plus important après la défaite de la France au moment de la guerre de 1870. Avec l'idée de quoi ? Eh bien, d'étudier, de tester des plantes. C'est surtout d'abord le café, le cacao, qui vont être des plantes d'essai. De les montrer aussi, d'en faire une vitrine pour le public qui ne connaît pas forcément toujours bien l'empire colonial français. C'est une façon d'ailleurs de le faire adhérer à cette idée. Et puis il y a aussi cette idée, et ça c'est Jean Dybowski qui l'a, de faire mieux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'avec déjà cette idée écologique avant l'heure, qu'à trop exploiter comme les EVA ces plantes, on les fait mourir. Donc nous, on veut aussi exploiter l'agriculture coloniale, mais en faisant peut-être, en ne faisant pas les erreurs des autres, entre guillemets, tout ça étant bien prétentieux. C'est un lieu où on va aussi former des ingénieurs. Car il s'agit de diffuser au travers du monde, du monde colonial, de l'empire colonial français, d'Asie et d'Afrique principalement, au fond, des ingénieurs qui vont à la fois mettre en valeur les plantes. Donc on va faire venir des plantes, on va créer des serres. Il va s'arranger aussi pour se faire nommer le premier titulaire de la chaire de culture coloniale à l'Institut national agronomique de Paris, qui était la grande école d'agronomie de Paris. Cette école supérieure fondée en 1902 n'est autre que l'ancêtre du CIRAD. Le CIRAD, donc, c'est un opérateur public, c'est un organisme de recherche qui travaille sur le développement de l'agriculture dans les pays tropicaux avec le souci du respect de l'environnement. Actuellement, le CIRAD a la gestion de la partie qu'on appelle la partie campus du jardin, l'autre partie étant gérée par la ville de Paris.
1907 est une date capitale pour ce jardin colonial parce qu'il accueille une exposition coloniale. Oui, commissaire effectivement de l'exposition coloniale nationale de 1907. Une exposition qui a duré 6 mois, qui s'est donc déroulée sur le jardin, l'actuel jardin d'agronomie tropicale, et qui a réuni 2 millions de visiteurs, et elle a été prolongée tellement elle avait eu de succès. Tout porte à croire qu'il l'a créé pour augmenter les moyens du jardin. Les bâtiments qui existent encore, la plupart qui ont été érigés pour l'exposition coloniale 1907, ont été financés par les colonies elles-mêmes. Et après l'exposition, les colonies ont fait cadeau au jardin colonial des bâtiments qui sont toujours là. Donc c'était une manière de s'attribuer des constructions et de faire construire même pour le jardin à peu de frais. Et certains sont créés spécifiquement, c'est le cas de l'Indochine, de la Tunisie. Donc cette exposition, c'est vraiment une vitrine du monde colonial français. Elle fonctionne par village. Voir l'autre de l'autre côté d'un enclos, vous ne le placez pas dans la même humanité que vous. Déjà, vous créez une distance, il y a visiteurs et visités. Il y a bien sûr derrière un racisme qui est sous-jacent, puisqu'on considère qu'il y aurait des populations supérieures et des populations inférieures. Il y a aussi le monde du spectacle et du divertissement. Tout ça doit faire spectacle, sinon les visiteurs ne paieraient pas leur ticket. Il y a cette curiosité naturelle qui est inhérente à l'être humain d'aller voir ce qu'il ne connaît pas. On y voit une vitrine du colonialisme français, une espèce de voyeurisme aussi. On est un peu gêné. Vous avez donc cette exposition coloniale qui véritablement est un succès. Et d'ailleurs, en grande partie, la collection de cartes postales qui est celle du musée a été réalisée à cette occasion. C'est un petit peu, on va dire, l'apogée de Dybowski, puisque 2 années après, en 1909, il va finir par être poussé vers la sortie, il ne va plus avoir la direction du jardin. Il s'est fait beaucoup d'ennemis pendant toutes ces années où il a construit sa carrière, où il a construit le jardin, mais il va rester comme enseignant au jardin colonial jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 1928. Au détour d'un chemin, masqué dans les sous-bois, un bloc de pierre. Mosquée fantôme ou hôpital militaire? C'est tout ce qu'il reste de cette première mosquée construite en France métropolitaine et voulue par l'État français. Ah oui, le jardin colonial joue un rôle très particulier pendant la guerre de 14. Donc, la guerre de 14 est une guerre dans laquelle la France, et pas seulement la France, s'engage massivement dans la guerre, puise dans des hommes, dans son empire colonial d'Afrique et d'Asie. Et c'est un hôpital très particulier parce que c'est un hôpital dédié spécifiquement aux soldats musulmans de l'empire colonial français. Plus de 200 qui vont être installés dans les fameux pavillons de cette exposition coloniale. On va reconvertir les pavillons
en lit d'hôpitaux. L'hôpital auxiliaire se veut le plus, entre guillemets, modèle par tout ce qu'on peut y faire, par le respect aussi des rites et des religions, des soldats qui sont hospitalisés. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce souci-là, que l'on construit même une mosquée. C'est la Première Guerre mondiale, à travers le sacrifice de ces combattants, sans doute 50-55 000 soldats musulmans morts pour la France pendant le conflit et des dizaines de milliers de blessés, qui va faire naître une politique musulmane en France et va surtout donner le sentiment qu'un hommage de la nation doit être rendu spécifiquement à ces combattants. Oui, l'histoire de ce jardin ne s'achève pas avec la Grande Guerre. Il poursuit d'abord sa vocation première. Et puis c'est aussi un lieu, compte tenu de l'implication des soldats de l'Empire colonial français dans la Première Guerre mondiale, qui va devenir un lieu de mémoire pour rendre hommage à tous les soldats du monde indo-chinois qui sont venus se battre en France, qui sont morts en France, pour rendre hommage aux soldats malgaches, aux soldats issus de l'Afrique francophone. Voilà, donc en se promenant en fait au gré de vos pas, eh bien, les visiteurs peuvent découvrir des monuments généralement très émouvants. Après 1945, période de la décolonisation, ces statues allégoriques à la gloire de la République gisent ici oubliées, ruines à la merci des intempéries. Longtemps, la France a été gênée avec ce lieu, avec ce qu'il porte. Donc, au fond, on l'a un peu laissé de côté. On l'a abandonné. Et au fond, bon nombre des pavillons ont été abandonnés et certains ont été soumis au vandalisme. Certains ont brûlé, comme le pavillon du Congo. Le temple de Digne, pillé et brûlé, a été remplacé en 1992 par le temple du souvenir indo-chinois. 100 000 combattants et travailleurs sont venus chez nous en 1916 et depuis 1920, aucun ministre ne s'était déplacé pour le souvenir indo-chinois. Mon problème à moi, c'est de faire en sorte que cette histoire soit vue pour ce qu'elle a été et que les acteurs de cette histoire puissent être considérés comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à l'appel de la nation et on doit leur témoigner du respect, de la reconnaissance, ne pas ignorer les sacrifices, ne pas ignorer les souffrances. La ville de Paris gère le jardin depuis 2003 et rénove peu à peu les pavillons. L'association Ville Fertile y pratique l'agriculture biologique. Pendant 3 ans, j'ai traversé ce jardin par tous les temps, toutes les saisons, pour m'imprégner de l'âme de ce lieu. Et ensuite, j'ai superposé des images d'aujourd'hui et des cartes postales de l'époque pour retracer l'histoire de ce jardin, les événements et pour décrire le patrimoine historique et paysager de cet endroit. Je voulais sortir de l'oubli ce jardin méconnu, atypique et fascinant.